Ça tourne. Frédéric, bienvenue au Startup Lab. Merci pour l'invitation. On est super content de te recevoir. On est notamment content de te recevoir après l'annonce d'une nouvelle assez importante pour Dashlane. On va en parler dans un moment. Et une double annonce en plus. Double annonce, oui. Mais l'idée, c'est qu'on parle aujourd'hui un petit peu de ton parcours, de ton rôle de CTO dans des organisations en croissance. Ce qui va nous intéresser, c'est pas tant la partie entrepreneuriale que la partie management technologique, notamment dans des entreprises en croissance. Et ma première question, c'est déjà, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours depuis les bancs de Centrale Supélec? Depuis les origines, oui. Ouais. Donc effectivement, moi j'ai fait Centrale. Il se trouve que ma troisième année, je l'ai faite à Cambridge en option informatique via une bourse d'IBM. À l'époque, il y avait des bourses d'études d'IBM. Je ne sais pas si ça existe encore. Et donc, naturellement, après, je leur devais des années. Donc, j'ai commencé chez IBM suite à ça. J'ai eu pas mal de chance parce qu'en fait, moi, je suis promo 2001. Donc, en gros, j'ai dealé avec IBM une entrée avant le 11 septembre et avant pas mal de problèmes qu'ont eu mes camarades de promo qui se sont retrouvés un peu en carafe le temps que les choses se redémarrent après le 11 septembre. Donc, ça n'a pas été mon cas. J'ai profité du gradué de programme d'IBM, etc. Et je leur devais 4 ans. J'ai fait 4 ans en service. Donc, je me suis retrouvé chez EDF, chez Orange, etc. C'était une bonne école de formation, mais pas non plus très passionnant. Tu faisais quoi exactement chez J'ai fait un petit peu de dev au début et puis très rapidement la gestion de projet. Je me suis retrouvé sur des projets par exemple de migration vers Windows 2000, des parcs informatiques chez EDF, aller dans les agences en province, etc. Et moi c'était très sympa, intéressant dans les carrières, mais voilà, c'était pas vraiment. Au bout de 4 ans chez IBM, j'avais dû passer peut-être 6 mois en tout et pour tout chez IBM, donc j'avais envie un peu de changer. Et après je suis parti dans le jeu vidéo. D'accord. Donc rien à voir. Je me suis retrouvé dans une petite structure qui s'appelait VisiWare, qui est historiquement, c'est une boîte qui fait du jeu PC aux origines, et puis c'était tellement dur qu'ils se sont recentrés sur le jeu sur la télé. Donc on faisait des jeux casual sur les décodeurs télé, satellites, câbles, etc. C'était avant un DSL et avant l'IPTV, donc il n'y avait pas ça. Mais on a fait du jeu sur mobile, sur les vieux Nokia 3210, etc. On a fait du jeu télé, on a fait du jeu web au début des jeux web. Donc j'ai passé quelques temps chez VisiWare, c'était très sympa. Là, tu faisais quoi? Tu faisais aussi de la gestion de projet ou... Oui, en fait, j'avais été recruté historiquement pour lancer l'activité mobile. Donc j'ai monté toute la structure, on a eu des studios externes, des studios internes, etc. Donc j'ai monté tout le mobile. Puis au fil du temps, je me suis retrouvé à être globalement le CTO de VisiWare sur toute la partie de mon télé. Voilà. Et ça a duré 6 ans, c'était très sympa. Malheureusement, VisiWare est mort, Isabelle est mort il y a quelques années, mais ça a duré comme 30 ans, donc c'est quand même une belle aventure. Et après VisiWare, je suis parti en fait dans une startup qui était incubée chez Vente Privée. C'était un moment où il y avait ce qu'on appelait de la délégation e-commerce, donc des boîtes qui n'avaient pas de présence online, qui voulaient se lancer, qui avaient besoin d'accompagnement. Et donc Vente Privée s'était dit, nous on a déjà beaucoup de marques avec lesquelles on travaille, et on pourrait leur apporter notre logistique, notre service client, etc. Et donc ça n'a pas mal marché, ça a duré 18 mois comme aventure. On a lancé des sites pour Karl Lagerfeld, Courrèges, Descamps, Le Tanner, des jolies marques comme ça. Et puis à un moment, Jacques-Antoine Grandjean, le grand patron de Vente Privée, s'est levé un matin et s'est dit que c'était pas son business. Donc il a tout arrêté du jour au lendemain. Donc ça, autant vous dire que ça n'a pas été une partie de plaisir parce qu'on s'est retrouvé avec une dizaine de sites e-commerce qui étaient en production, avec des clients derrière, il a fallu transférer. Donc on a appelé nos concurrents et puis j'ai organisé la passation. Donc ça a été la partie la plus fun. Et c'est la vie. Après quoi, qu'est-ce que j'ai fait après? Je suis parti chez BetClick. Donc, je suis parti 3 ans chez BetClick, situation très différente. Je suis arrivé chez BetClick dans un contexte où il y avait eu l'ouverture du marché du jeu d'argent en France, la régulation qui avait fait que tout le monde s'était dit que ça allait être le pays des bisounours, etc. En pratique, le marché devenait légal mais taxé, donc le business changeait énormément. Et en fait, personne n'avait fait des business models corrects, donc tout le monde s'était planté. Et donc l'année avant que j'arrive, les actionnaires de BetClick avaient fait rentrer un nettoyeur qui avait viré 2 tiers de la boîte pour remettre les trucs à flot. Et moi, j'arrivais à ce moment-là pour aider à reconstruire. Donc autant vous dire que l'équipe technique à l'époque a été pas hyper motivée et ils ont porté que des parts après mon arrivée qui était la suite logique et puis après on a reconstruit. Donc j'ai fait 3 ans chez BetClick, j'ai reconstruit l'équipe à Paris, j'ai récupéré l'équipe à Malte, j'ai construit l'équipe à Malte et j'ai ouvert un bureau à Minsk en Biélorussie pour faire grandir l'équipe et à la fin de ma période BetClick, j'avais monté une équipe de 120 personnes, ça c'était quand même une belle croissance. Mais une boîte avec un secteur industriel compliqué, le jeu d'argent, etc. Et une politique interne très compliquée, donc c'est ce qui m'a fait partir. En fait, ça a été aussi une question d'opportunité parce que j'ai été chassé pour Dashlane. Il se trouvait que j'étais un utilisateur depuis la bêta, donc je me suis dit pourquoi pas rejoindre une aventure d'un outil que j'utilise au quotidien. Et voilà, donc ça fait 3 ans et demi que je suis chez Dashlane. Alors c'est pareil, contexte un petit peu particulier chez Dashlane, puisque il y a Guillaume qui est venu parler il y a quelques mois
quelques semaines. Et donc moi j'ai rejoint l'aventure en ayant dans mes équipes deux des cofondateurs, ce qui n'est pas banal dans une start-up. Mais on pourra parler de l'histoire de Dashlane, des histoires de Dashlane, mais donc c'est quelque chose qu'il a fallu appréhender, organiser, puis s'assurer que chacun trouvait sa place et chacun pouvait grandir comme ça. Voilà. Puis du coup l'équipe engineering aujourd'hui chez Dashlane, c'est 70 personnes à peu près, essentiellement à Paris, un peu à New York et à Lisbonne, et puis on pourra parler de qu'est-ce qui va se passer demain avec Adobe. Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi ton métier de CTO? Parce que tu m'as dit que tu as un peu commencé avec du code, mais très rapidement tu es passé sur la gestion de projet, tu es passé CTO. Donc pour nos étudiants qui sont là, c'est quoi ton métier en tant que CTO? Ouais, moi j'ai la caractéristique d'être un CTO qui est pas. Moi je ne considère pas que je suis issu du Serail, je ne suis pas un développeur qui est devenu développeur, qui est devenu machin qu'être CTO. Parce qu'effectivement, il se trouve que les hasards de la vie ont fait que j'ai rerouté assez rapidement. Après, j'ai toujours été dans des environnements très techniques, donc ça m'a donné une légitimité. Mais effectivement, j'ai un parcours un petit peu atypique par rapport à le standard des CTO qu'on trouve sur le marché. Aujourd'hui, quand je décris mon rôle, je dis que c'est globalement un gros, on va dire 40%, presque 50% de people, vraiment de gestion des gens, de management, de gestion des carrières, de gestion du recrutement, de faire grandir l'équipe, etc. Et puis le reste, ça va être moitié, on va dire, de l'opérationnel, de l'organisationnel, s'assurer que la relation et l'organisation produit-engineering est optimale pour délivrer ce qu'on a besoin de délivrer, que les relations avec les partenaires, que tout soit fluide et qu'on a une machine qui est bien huilée et qui tourne bien. Et le dernier volet, c'est bien évidemment comme le volet technologique, parce qu'il y a une stratégie, une vision technologique à pousser, qui est un exercice très collégial, mais il faut quand même quelqu'un qui l'impulse. Et donc ça c'est mon rôle d'avoir un peu une vision à long terme, de dire ok vers où on va, anticiper les écueils de demain pour faire les bons choix. Et donc comment ça se passe aujourd'hui chez Dashlane? C'est quoi cette vision technologique que tu cherches à impulser? Comment tu l'as identifiée et comment tu la mets en place dans aujourd'hui 70 personnes, beaucoup plus bientôt. Donc comment tu la mets en place? Alors, Dashlane, déjà, il faut comprendre que c'est plusieurs plateformes techniques. On a une application iOS, une application Android, une application Windows, une application macOS, des applications web standards, des extensions dans le web, etc. Donc chacun a sa typologie technique spécifique, a sa stack technique spécifique, a ses contraintes liées à son écosystème. Donc ça génère une certaine complexité chez nous. Et fondamentalement, notre vision d'un point de vue engineering, c'est quoi? C'est tous les 6 mois, on a un document qu'on fait vivre, dans lequel on écrit notre stratégie globale en tant qu'équipe engineering. Il y a un volet qui est vraiment le volet de nos pratiques en tant qu'équipe. On sait comment est-ce qu'on s'organise tous ensemble, comment est-ce qu'on partage des pratiques communes sur la code review, sur l'intégration continue, sur la stratégie de test, etc. Et puis après, il y a un volet qui est plus spécifique à chaque plateforme. Et là, c'est chaque équipe qui décline, pour mon équipe Android, voilà mes ambitions dans les 18 mois à venir, etc. Donc là, ce document-là, qu'on revoit tous les 6 mois, mais qui a une temporalité de 18 mois, après, ça sert de guide pour tout le reste. Et donc tout ça décline, tout le travail, l'investissement qu'on fait, il décline de ça. Donc typiquement, il y a, dans celui qu'on a fait fin décembre, on a dit sur Windows, on a encore une application Windows qui est une vieille application Win32 avec du C++. Et notre ambition, c'est d'enfin passer sur le framework WP de Windows et passer à la stack technique la plus récente de Microsoft. Donc on a commencé, on a dit du temps là-dessus, sur cette base-là. Et jusqu'à quelle échelle de temps vous avez cette vision? Donc jusqu'où tu essaies de regarder? Est-ce que tu as quand même un plan à 5 ans, un plan à 10 ans ou tu essaies vraiment d'être 6 mois par 6 mois parce que ça change tellement vite? Sur la partie techno, c'est globalement 18 mois. Au-delà de 18 mois, c'est trop loin, il se passe trop de choses et on voit même, là pour donner un exemple, Apple en décembre dernier, ils ont annoncé que les extensions de Safari, elles n'avaient plus le droit d'être codées en techno web. Les codes natifs, et ça ils nous l'ont annoncé du jour au lendemain en disant à partir du 31 décembre on ne fait plus de nouvelles extensions Safari. Donc là on se retrouve à réagir, elle doit recoder intégralement notre extension Safari qui a 10 ans d'âge en 3 mois pour essayer d'aller vite. Donc au-delà de 18 mois il se passe trop de choses pour qu'on puisse vraiment tabler là-dessus. Puis même les langages, que ce soit, c'est encore plus vrai dans le web que dans le natif, mais les langages évoluent tellement que ça ne sert à rien de faire des ponts sur la comète au-delà de 18 mois. Donc on a plutôt cette vision à 18 mois. Après, dans cette vision de 10 mois, il y a des choses qui sont quasiment intemporelles. Le fait qu'on veut collaborer tous ensemble, qu'on veut partager le code, tout ça c'est intemporel. Mais voilà, on a une vision technologique à 18 mois, et après on a des implémentations qui sont plutôt concrètement les backlogs et les roadmaps de nos plateformes techniques, elles sont à 3 mois. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu, autant que possible, comment se passe aujourd'hui la gestion du développement chez Dashlane en termes de nombre de releases, en termes de tests, en termes de mise en production, en termes de relation avec du product management? Est-ce que vous avez des bonnes pratiques chez vous et quels sont les choix que vous avez faits
par rapport au marché? Ouais, bon, on essaye. Hein. Bon, c'est un vaste sujet. Et sachant que ce que je vais vous présenter aujourd'hui ne sera probablement pas vrai demain, parce que ça bouge quand même beaucoup et ça bouge tout le temps. Si je pars de tout en haut de l'organisation générale entre l'équipe produit et l'équipe engineering, en gros la machine de production, on va dire, aujourd'hui on a un système qu'on est en train d'ailleurs de faire évoluer, mais qui est ce qu'on appelle les mission teams. Donc, est-ce que vous êtes familier avec les feature teams? Si je parle de feature team, donc c'est un modèle qui a été plus ou moins promu essentiellement par Spotify, qui est le principe que on fait des équipes qui sont des équipes où on mélange toutes les fonctions. Donc, à la fois le design, le produit, les différents types de développement dont on a besoin, la QA, tout ça c'est dans une fonction, dans une équipe qui a une mission donnée. Alors ça peut être, pour Spotify, c'était ceux qui travaillaient que sur la partie radio de Spotify, ceux qui travaillaient sur le moteur de recommandation, etc. Chez nous, on a un peu notre sauce à nous, on appelle ça des mission teams. Donc chaque équipe a une mission donnée. Ça va être par exemple, en ce moment, on a une équipe qui travaille sur améliorer l'onboarding sur mobile. Donc cette équipe, on l'a construite avec essentiellement des développeurs mobiles et ils ont des métriques associées qui sont la rétention au deuxième jour, s'assurer que les gens reviennent après avoir ouvert l'application et qu'on ait un meilleur pourcentage de rétention au deuxième jour. Donc ça, c'est la structure. En parallèle de ça, on a un besoin de maintenance de nos plateformes techniques, donc on a besoin d'investissement technique. On a beaucoup oscillé. L'état actuel des choses, c'est qu'on a en gros une sorte de ce qu'on appelle une dual track. On a les deux en parallèle, et ça c'est possible parce qu'on est suffisamment nombreux pour faire les deux en parallèle. Et donc on a des gens qui pendant un temps sont dans des mission teams, et puis après il va y avoir une rotation, ils vont passer en mode investissement plateforme, et côté plateforme ça va plus être le refactor de la code base, gérer les releases, le bug aussi, la maintenance, le bug fixe, etc. Voilà, toute la partie technique de la maintenance des plateformes. Donc ça c'est la vision un peu high level. D'un point de vue cycle de développement, c'est assez standard. Aujourd'hui, chaque équipe a son repository dans la code base. On est sur la stack d'Atlassian. On va probablement migrer vers GitLab, mais aujourd'hui on est dans tout ce qui est Bamboo, Bitbucket, etc. Je ne sais pas si vous parle, mais dans les grands repos aujourd'hui, ça fait partie d'une grosse stack de repos de code base. Et donc chaque équipe a sa code base, sa stratégie de branche est versionnée en fonction de la typologie de la plateforme technique. Dans les prérequis de base, il y a le fait que toute ligne de code est une request, une code review, et on a une code review sur chacune des plateformes qui est au moins de 2 approuveurs. Donc on n'a pas de ligne de code qui merge vers le master ou vers les branches de release sans être revue. Chaque équipe a aussi ses outils de test automatique, de syntaxe, des limiters, du Sonar Cube sur Android, les trucs dans Xcode, etc. Chacun a sa sauce, mais c'est pareil, il y a des outils de check syntaxique automatisés. On a une grosse intégration continue, ce qu'on appelle Bamboo, l'orchestrateur, c'est le nerf de la guerre parce que c'est lui qui gère toute cette mécanique-là. On a entre guillemets, le luxe d'avoir une équipe de test qui est assez conséquente. On a à la fois des ingénieurs qui sont sur la partie automatisation, qui construisent des frameworks de test et qui implémentent la structure pour qu'après tout le monde puisse tester correctement. Et puis ce qu'on appelle les QA-analystes qui eux ont un rôle plus de coordination de la qualité, mais qui font aussi la maintenance des tests automatisés. Et donc classiquement, on a des tests unitaires en bas de la pyramide maintenus par les devs, des tests d'intégration entre les composants aussi maintenus par les devs, des tests fonctionnels de non-régresssion maintenus par la QA, et puis après des tests exploratoires et la QA manuelle au-dessus de ça. Donc ça c'est un petit peu les différents quality gates. Et en termes de release, ça dépend des plateformes. La plupart des plateformes natives, elles ont ce qu'on appelle un train de release. Donc elles release généralement toutes les 2 semaines ou toutes les semaines selon les plateformes. Et puis il y a le cycle, on soumet à Apple, Apple valide, ça part en bêta, on commence à faire un rollout, etc. Et les plateformes plutôt web, elles ont tendance à réaliser tous les jours en fonction des besoins. Alors on s'est mis d'accord pour ne pas réaliser le vendredi, parce que si on pète les choses le vendredi, c'est pas cool, il faut rester tard le vendredi soir ou le week-end. Donc ça c'est plutôt un accord interne. Et voilà, et puis après ça part en prod. Sur la release en production, un truc qui est important, et ça on a fait un gros effort sur tout ce qui est continuous delivery. En fait il y a 3 phases finalement. Il y a une phase qui est comment est-ce que je mets le code en production, et ça on ne met jamais le code en production à 100% des utilisateurs d'un coup. On utilise ce qu'on appelle du progressive rollout. Alors c'est différent sur chacune des plateformes, mais Chrome, Apple, etc. ils ont tous leur façon de faire, mais globalement on va donner le code à 1% des utilisateurs, 5% des utilisateurs, 10% des utilisateurs. Même si le code n'est pas actif, c'est juste qu'on a poussé le code en production, il n'est pas utilisable, parce qu'il est derrière ce qu'on appelle un feature flipping. Donc on a dans le code des interrupteurs qui permettent d'activer ou pas activer le code. Donc en gros, d'abord on ship le code, donc il est masqué. Ensuite, via le feature flipping depuis le back-office, on peut activer une fonctionnalité à une portion des utilisateurs. Et de la même façon, on ne va pas mettre à tous les utilisateurs d'un coup. On va mettre à 5% des utilisateurs, 10% des utilisateurs, que les utilisateurs anglo-saxons, que les utilisateurs français, que les utilisateurs gratuits, etc.
Et ça permet de contrôler essentiellement côté produit et marketing comment on met à disposition les nouvelles fonctionnalités aux utilisateurs. Et voilà. Après, une fois que ça c'est fait, tout le monde a les nouvelles fonctionnalités, etc. Sachant qu'en plus de ça, par-dessus, il y a aussi un moteur de test AB qui nous permet d'expérimenter les différentes routes. Et c'est un truc assez important et assez sensible parce que typiquement, l'autre jour, on a fait une campagne de mailing à nos utilisateurs en disant il y a telle nouvelle fonctionnalité qui est disponible, mais sauf que macOS, Apple avait bloqué la release, donc on était encore coincé en soumission, et donc les utilisateurs Apple, ils ont commencé à faire des tickets au support client en disant je vois pas la nouvelle fonctionnalité, et non, on avait été trop vite. Voilà, et puis une fois qu'on est en production, alors nous on a une approche où en gros on n'a pas d'équipe opération. En gros, si je suis un dev Android, je fais du bout en bout, je mets en production une application Android et je la maintiens et je la monitore. Donc il y a toute la partie de monitoring, on a énormément de logs qui remontent, qu'elles soient techniques ou business, pour s'assurer que tout va bien. On a une pratique qu'on appelle en interne la morning gymnastics. Donc il y a quelqu'un de l'équipe, de chacune des équipes qui est en charge de tous les matins de vérifier une checklist de paramètres à vérifier pour vérifier que tout va bien et s'assurer qu'on est proactif sur le monitoring de notre plateforme. Si je comprends bien, j'ai l'impression qu'il y a assez peu finalement de strates hiérarchiques, parce qu'il y a les mission team, tu me dis que c'est une des personnes de l'équipe qui est en charge de remonter et pas forcément le manager. Est-ce que il y a vous avez une sorte de philosophie sur le management des équipes techniques, voire une religion, et est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Oui, alors effectivement, on a une sorte d'organisation un peu matricielle. Finalement, il y a les mission teams qui sont plutôt l'aspect produit et business, et puis il y a les plateformes techniques qui sont plutôt l'aspect hiérarchique. Alors les principes de base qu'on s'est fixés en interne sur l'équipe engineering, c'est que, alors il y en a quelques-uns, il y en a un qui est d'essayer de maintenir la structure la plus flat possible, et ça c'est pas forcément évident au fur et à mesure qu'on grandit. En tout cas, c'est un peu l'enjeu et l'ambition. On a un postulat qui est que si je suis un développeur Android, j'ai besoin d'avoir un manager Android. Quelqu'un de ma ligne d'expertise, et ça c'est en particulier important pour ce qu'on appelle les contributeurs individuels, les gens qui contribuent. Après, si je suis un manager Android, je peux avoir un manager qui n'est pas Android parce qu'après ça devient trop compliqué sinon à gérer. On essaie d'avoir aussi des managers locaux, et savoir que si je suis à Paris, j'ai un manager qui est à Paris et qui n'est pas à New York parce que sinon le management à distance est beaucoup plus compliqué. Et puis sur la population des managers, on a un peu deux populations. On a ce qu'on appelle les hands-on managers, des managers qui continuent à contribuer techniquement et qui continuent à coder. Et notre règle de base, c'est de se dire qu'un manager hands-on, il n'est pas plus de 5 reports, parce que sinon il n'a plus le temps, il ne fait que s'occuper de son équipe. Donc 5, c'est vraiment le grand max. Et puis si on devient hands-off, donc on a un manager qui ne contribue plus autant techniquement, voilà, à ce moment on peut aller jusqu'à 10 personnes. Voilà, c'est ça la philosophie. Et comment, alors je vais ensuite poser des questions spécifiques sur la levée, sur le futur, mais de manière générale, le trend, c'est que Dashen va grandir, oui. Vous allez devenir de plus en plus gros. Comment toi, tu anticipes dès maintenant la gestion de cette croissance de personnes et continuer à toujours proposer la même agilité et la même vélocité dans le shipping de features et pas finalement devenir une de ces grandes boîtes que vous avez essayé de disrupter au début? Pour moi, c'est se réinventer, se remettre en question au quotidien. Et là, je parlais de l'organisation entre le produit engineering et le mission team. En fait, on avait fait une itération sur ce modèle-là en septembre dernier, donc on a changé pas mal de choses, on a réorganisé. On a fait des évolutions en fin d'année, et là on est en train de refaire une grosse évolution, on est en train de passer à ce mode dual track, ce qui est une nouveauté. Et donc à chaque fois, on se pose la question de quelle est notre organisation optimale en fonction de nos besoins du moment et quelles sont les choses qui marchent et ne marchent pas. Donc ça, c'est beaucoup de remise en question et de l'équipe qui se dit comment est-ce que j'adapte et comment est-ce que je me change moi-même. Et puis, on parlait de vision technologique à 18 mois, on ne va pas trop loin. En réalité, par contre, sur la vision organisationnelle, moi j'ai besoin d'aller plus loin. Et moi j'ai un plan à 3 ans de comment l'équipe engineering de Dashen va croître. Et ce plan-là, je le partage avec les équipes, j'en discute beaucoup avec les équipes. J'avais partagé un plan en fin d'année 2018 avec les équipes sur comment on allait grandir en 2019. Et il y avait une vision 2019, 2020, 2021 avec des choses qui sont beaucoup de simulation parce qu'en fait, on n'en sait rien, ça va changer. Et là, suite à la levée, j'ai repartagé un nouveau plan très différent, qui est une grosse itération sur le plan originel à toutes les équipes. Et ce plan-là, je leur ai dit, de toute façon, j'ai un gros disclaimer au début de notre présentation qui est ce plan-là, il est valable aujourd'hui et demain, il aura déjà changé. Donc il faut être capable de se dire que voilà, on fait des plans sur la base de certaines hypothèses et de ce qu'on sait au jour d'aujourd'hui, et puis on adaptera en fonction. Il y a vraiment une approche pragmatique là-dessus. Et c'est pour ça que moi je ne veux pas partir avec des trucs trop préconçus en se disant tiens, il va falloir qu'on soit absolument comme ça, parce qu'en réalité, ça demain, ça va changer quand.
Justement, j'ai envie de parler de la levée, donc, qui a été annoncée il y a quelques jours, 100 millions de dollars, Sequoia, aux États-Unis. C'est quoi la vision que vous leur avez vendue, que vous voulez proposer au marché, et quels vont être les impacts pour toi d'un point de vue technologie dans les 18 prochains mois? Alors ce qui est assez magique avec cette levée, c'est qu'on n'a pas vendu grand-chose, parce qu'on était déjà convaincus. En fait, c'est assez marrant, mais si je me projette à la série C, la levée précédente qu'on avait faite en début 2016, elle avait été très compliquée. On avait passé beaucoup de temps sur les routes à convaincre les gens qu'on avait un vrai produit, un vrai business model, un vrai enjeu. Tout le monde disait, ben non, le passeport il va mourir, etc. Et celle-là, elle avait été très compliquée et ça a fini par marcher, mais c'était compliqué. Là, on est, à mon avis, dans un marché qui a beaucoup muté, qui a beaucoup changé, où les gens ont compris que non, en fait, c'est pas magique, ça ne va pas disparaître. On va toujours avoir ce problème d'identité numérique. Et donc, il se trouve que Jim Goetz, l'investisseur de Sequoia qui nous a accompagnés là-dedans, lui, c'est un utilisateur du Dashlane depuis plusieurs années. Et donc, il était déjà convaincu par le truc. Donc, en gros, lui, il attendait surtout d'avoir le bon timing, le bon moment pour faire un partenariat avec Dashlane. Et bon, le bon partenariat, c'était là. Tant mieux pour nous, mais ça a été plutôt facile finalement, cette levée. Et ce qui crée aussi beaucoup de pression, d'ambition demain. Voilà. Et les enjeux, c'est quoi? C'est historiquement, on a un produit grand public. On avait lancé notre entreprise il y a à peu près 2 ans parce qu'il y avait une grosse demande de nos utilisateurs grand public de dire bah, tiens, j'ai mes mots de passe à la maison, mais en fait, j'ai aussi mes mots de passe au boulot. Et donc, on a lancé cette offre-là dans l'entreprise de façon un petit peu modérée, en tout cas modeste, parce qu'on n'était pas très nombreux. Et on s'est aperçu qu'en fait, si on voulait vraiment servir les deux camps de population, on avait besoin d'être beaucoup plus nombreux et d'avoir beaucoup plus de moyens. Donc la levée, elle va nous permettre de faire ça, d'avoir plus de monde pour pouvoir être capable de servir le besoin de l'utilisateur particulier et le besoin de l'utilisateur employé en entreprise et d'atteindre une certaine masse critique qui nous permet de vraiment offrir un service digne de son nom dans ce domaine-là. Et je vais continuer à m'engouffrer dans la brèche du marché. Il y a pas mal d'annonces qui ont été faites récemment. On voit que les grands du secteur proposent des solutions de gestion de mots de passe, d'identité numérique. Apple, pas plus tard qu'hier, a fait des annonces dans ce sens, signing with Apple. Comment vous positionnez par rapport à ces géants de la technologie et quelle est la carte que vous cherchez à jouer? En fait, si on fait fondamentalement, si on regarde le marché, on fait il y a un truc qui est assez monstrueux, qui est en gros, il y a 4 milliards d'utilisateurs sur Internet aujourd'hui. Et si tu fais la somme de tous les gens qui utilisent une certaine forme de password manager, que ce soit celui dans les navigateurs, les password managers comme nous ou toute autre forme, ça doit représenter peut-être 60-70 millions d'utilisateurs. Donc c'est microscopique par rapport aux 4 milliards d'utilisateurs. Donc fondamentalement, le marché il est gigantesque. Et même les gros, même Google, même Apple, ils n'ont pas réussi à attaquer ce marché-là. Et en réalité, ils ne peuvent pas réellement, parce qu'ils sont cantonnés à leur écosystème, et ils ne peuvent pas se permettre d'être agnostiques de leur écosystème, parce que ça se tire une balle dans le pied. Donc pour moi, il y a une place pour des gens comme nous qui sommes indépendants, universels de ces plateformes, qui nous appuyons sur ces écosystèmes. Quand iOS l'année dernière a annoncé qu'ils allaient donner accès à l'autofill API aux autres password managers, pour nous, ça a été un accélérateur et pas du tout un concurrent. Donc, de la même façon, Apple Sign-in, on verra ce qu'il y a derrière, parce qu'il y a des effets d'annonce, etc. Donc, moi, je suis très prudent par rapport à ça, on verra ce qu'ils font concrètement derrière. Mais tout ça, c'est bien pour nous, ça va aider à faire mûrir l'écosystème, ça va aider à ce que le marché s'ouvre et grandisse. Après, il y a un point aussi dont il faut se souvenir dans les solutions que proposent tous ces géants, que ce soit Facebook Connect, Login with Google ou Apple Sign-in, c'est que fondamentalement, moi, il y a un postulat qui est un petit peu problématique, qui est que c'est une gestion d'identité qui est centralisée. C'est-à-dire que les clés, elles sont chez Apple, elles sont chez Facebook, elles sont chez Google. Et les bridges Facebook qu'on a vu récemment apparaître, c'est essentiellement des bridges où le Facebook Connect est impacté, du coup, tu impactes tous les sites web qui s'appuient sur Facebook Connect. Donc avoir une approche comme la nôtre qui est décentralisée, où finalement c'est toi en tant qu'utilisateur de Dashlane qui encrypte tes données localement avec ton master password que tu es le seul à connaître. Nous, on n'a pas de centre. Voilà, nos serveurs, on peut les faire tomber, ça change rien pour les utilisateurs de Dashlane. Ça me paraît une approche plus saine, même juste d'un point de vue principe. Donc on verra après, on va s'appuyer là-dessus. Je reviens sur ton métier de CTO. C'est quoi les grands challenges techniques que tu dois gérer en ce moment ou que tu as dû gérer au cours des dernières années? Il y a 3 gros challenges, je pense. Le premier, c'est comment on gère la complexité de tous ces écosystèmes. Je parlais tout à l'heure des Safari extensions sur Apple. J'en ai plein d'autres, des comme ça. Donc, comment est-ce que je fais pour avoir des plateformes qui sont
à la fois proche des écosystèmes et qui apportent la meilleure qualité de produit quand je suis sur macOS ou quand je suis sur Windows, mais qui ne sont pas complètement tributaires de tout ce qui se passe dans les écosystèmes. Parce que sinon c'est trop lourd à porter et c'est déjà trop lourd. Donc moi j'ai vraiment un enjeu de simplification de comment je gère tout ça. Et c'est pas évident et c'est pas gagné, mais bon, ça fait partie des enjeux. Après, il y a un deuxième défi qui est toujours le défi de la sécurité. On met un produit qui se base sur la sécurité du produit et la confiance autour de la sécurité du produit. Donc il faut toujours être un peu en avance sur le piratage et toujours se dire qu'on garde des fondamentaux de sécurité qui sont sains pour limiter les risques. C'est toujours une question de gestion du risque finalement, mais c'est un vrai défi pour nous. Et le dernier enjeu il est plutôt lié à ce qu'on appelle nous notre moteur de sémantique, qui est que quand on navigue sur Internet avec DHL, DHL va reconnaître le fait que c'est un formulaire avec un champ de mot de passe, un champ de login, etc. Et ça, malheureusement, la diversité du web fait que c'est très compliqué. Et les standards ne sont pas là pour nous soutenir, donc il y a des choses qui émergent, mais vraiment on est obligé de faire nous-mêmes à la main. Et il faut qu'on arrive à gagner en qualité de reconnaissance, en qualité d'analyse syntaxique et linguistique pour être le plus pertinent et le plus efficace possible. Je reviens un petit peu sur la levée, sur les prochains mois. Est-ce que ça va changer quelque chose en termes géographiques? Est-ce que tes équipes vont bouger ou est-ce que tout le monde va rester en France? Et en gros, toi, comment tu vas t'intégrer dans ça? Est-ce que dans 2 ans, il y a Bob qui va être le CTO, qui va être aux États-Unis, qui va te remplacer? Ou au contraire, il y a une vraie volonté de poursuivre le développement en France et d'avoir une équipe technique française? Alors aujourd'hui, on a 3 bureaux d'Ashlen. Donc on a Paris, New York et Lisbonne. Donc on va s'appuyer sur ces 3 bureaux pour grandir. On va continuer effectivement à grandir beaucoup à Paris parce que c'est là où est notre bassin historique d'engineering. Mais on a un bureau avec déjà un peu d'engineering à New York. Donc on va commencer à grandir à New York. Et on a aussi quelques ingénieurs à Lisbonne. Donc on va s'appuyer sur les 3 marchés, on va s'appuyer sur les 3 bureaux pour grandir. Après, on verra comment ça se passe concrètement. Moi, j'ai fait des plans. Encore une fois, on aura une approche pragmatique. Si ça marche mieux à Paris, ben, on accélérera à Paris. Si ça marche mieux à New York, on accélérera à New York. Ça, on a l'avantage d'avoir le capital qui nous permet de s'abstraire des contingences économiques pour grandir. Mais non, moi, j'imagine plutôt qu'à terme, on aura de tout un peu partout. Parce que ça permet aussi d'être présent plus localement sur les différents marchés. Voilà, c'est un peu comme ça que je le vois. On arrive à la fin de la partie filmée de notre entretien. D'un point de vue personnel, tu as eu une carrière qui était dans des structures en croissance, mais plutôt comme CTO. Est-ce que l'entrepreneuriat, ça te tente? C'est une bonne question. En fait, je suis arrivé à différents stades de maturité des structures, mais je n'ai jamais fait les premiers jours, la création. C'est plus une question de méandre de la vie. Après, je ne pense pas être quelqu'un qui a la créativité pour trouver l'idée. Mais si j'avais trouvé le bon associé qui avait l'idée et pour l'accompagner dans la création, pourquoi pas, ça aurait pu être une aventure intéressante. On verra de quoi demain est fait. Voilà. De manière plus personnelle, est-ce que tu as des sujets, alors tu dis que tu n'as pas la créativité, mais est-ce que tu as quand même des sujets qui t'excitent en ce moment, que ce soit des technologies ou des secteurs d'activité? Bon, de toute façon, le boulot de CTO, c'est quand même un job assez passionnant, assez prenant aussi. On est assez occupé, mais non, moi j'aime bien à la fois le volet humain, parce qu'au bout du bout, on a des équipes, on a des ingénieurs, on a des gens à accompagner, à faire grandir, donc ça c'est hyper important, c'est quelque chose que j'aime, donc c'est aussi pour ça que je fais ce job-là. Et j'aime le fait qu'il y ait la composante technique, parce que au fond, je suis quand même un peu un geek, comme beaucoup d'entre nous. Donc ça c'est quelque chose qui émotionnellement est important pour moi. Et ma dernière question, elle est sur l'écosystème de start-up à Paris. Maintenant, Dashlane est presque une licorne ou est devenue une licorne suite à cette levée de fonds. Est-ce que ça vous donne une responsabilité par rapport à l'écosystème de start-up tech à Paris? Est-ce que vous avez une volonté de vous impliquer plus dans cet écosystème, d'investir dans des startups, de racheter des startups, de faire plus de meet-up? Est-ce que toi, dans ta feuille de route, tu as un sujet écosystème startup? C'est quelque chose depuis que je suis arrivé chez Dashlane, on a fait beaucoup d'efforts pour s'introduire dans l'écosystème. Ce n'était pas tellement le cas avant que j'arrive, par limite d'envie, de moyens aussi, mais aujourd'hui on héberge des meet-ups de façon régulière et quand les gens nous contactent, on les héberge avec grand plaisir. Après, il y a une question de taille du bureau, mais ça c'est quelque chose qu'on fait traditionnellement. Moi je suis très impliqué dans la communauté des CTO, j'avais monté une communauté il y a 4 ans
de CTO sur Paris, et ça bouge beaucoup en ce moment sur ce domaine-là. J'ai beaucoup de contacts avec les autres CTO, d'ailleurs que ce soit de start-up ou de grands groupes, etc. Donc ça c'est quelque chose qui est très actif. Et puis on a la chance aussi sur les dernières années d'avoir beaucoup de capital qui a été investi sur Paris, donc l'écosystème est beaucoup plus vivant qu'il n'était il n'y a pas si longtemps que ça, donc ça c'est assez sympa. On sent qu'il y a un peu d'ébullition, qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, donc oui, moi je pense que Dashlane a une vraie légitimité sur ce marché-là, et puis on est là pour contribuer et puis pour participer, quoi. Super. Frédéric, merci beaucoup. Bah, je vais donc éteindre la caméra maintenant et laisser la place aux étudiants pour les questions.